La nuit tombait sur l'est, une nuit d'un calme trompeur, presque fragile, que seule la tension dans l'air rendait insupportable. Les rues de Smolensk, enveloppées dans une brume fine, semblaient attendre quelque chose, comme si la ville entière retenait son souffle. Rien ne bougeait, pas un son, hormis le bourdonnement lointain de générateurs quelque part dans les collines. Et puis, soudainement, ce silence s'est brisé. Des ombres se sont levées dans le ciel, presque invisibles, glissant à basse altitude. Des drones ukrainiens, massifs et précis, prenaient leur envol depuis 3 pistes de fortune, chacun porteur d'une charge soigneusement calibrée. Ces engins, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, n'étaient pas là pour un simple repérage. Ils portaient avec eux le début d'une opération qui allait bouleverser tout un front. Ce qui suivit n'était pas une attaque classique. C'était une symphonie mécanique, froide, calculée, exécutée avec une précision chirurgicale. À des kilomètres de là, les premiers tirs d'artillerie, des systèmes HIMARS et M270, s'ouvrirent dans un tonnerre synchronisé. Leurs missiles traversèrent le ciel, filant droit vers les radars russes, aveuglant les yeux électroniques qui veillaient depuis des mois sur cette région. En quelques secondes, ce réseau, censé être impénétrable, vacilla. Les écrans des opérateurs russes s'emplirent de parasites, les signaux s'évanouirent. C'était la première phase du plan. Semer la confusion avant même que le choc principal n'arrive. Au-dessus du champ de bataille, 2 MiG-29 ukrainiens tournoyaient à haute altitude. Ils n'étaient pas là pour frapper, mais pour tromper. Leur trajectoire, soigneusement calculée, forçait les défenses adverses à se dévoiler, à gaspiller leur énergie, leurs ressources, leur attention. En dessous, un essaim de drones kamikazes FPV surgit, si rapide et discret qu'il semblait venir du néant. Ils frappèrent les antennes radars, les senseurs optiques, les points vitaux du réseau russe. En moins d'une minute, tout un pan de la défense s'effondra. Là où régnaient des ordres, il ne restait que du bruit et de la peur. Et c'est dans ce chaos, soigneusement orchestré, qu'un convoi blindé ukrainien avança. Des chars Oplot massifs, protégés, soutenus par des véhicules d'infanterie qui se déployaient silencieusement à travers les bois. Leur objectif ? Pénétrer jusqu'à la périphérie de Smolensk avant que la confusion ne se dissipe. Les transmissions russes étaient coupées. Les commandants cherchaient à comprendre ce qui se passait, mais chaque tentative de communication se dissolvait dans le brouillard électronique. Une attaque invisible, sans cri, sans annonce, mais implacable. Puis, au-dessus du village d'Izivo, un dernier drone fit sa plongée. Il visait le cœur du réseau, la tour de relais de commandement. L'explosion fut brève, mais son impact colossal. Pendant 20 minutes, le champ de bataille russe resta muet. Plus d'ordre, plus de coordination. Ce n'était plus une défense, c'était une désintégration. Quand le contact fut rétabli, il était déjà trop tard. L'armée ukrainienne avait percé le corridor sud, transformant Smolensk en un champ ouvert. L'effet domino venait de commencer. C'était plus qu'une bataille, c'était une démonstration. Une nouvelle forme de guerre où l'électronique remplaçait la force brute, où chaque signal devenait une arme. Les drones n'étaient plus de simples outils. Ils étaient les yeux, les mains, et même la voix d'une armée qui combattait désormais dans le domaine du silence et de la lumière. Et ce que le monde s'apprêtait à voir, c'était une métamorphose du champ de bataille moderne. Mais ce n'était que le commencement. Car alors que les flammes de Smolensk s'élevaient, l'attention se tournait déjà vers Kouga, une ville clé, un nœud logistique vital reliant le sud de Moscou à tout son appareil militaire. Et cette fois, l'opération allait frapper plus profondément encore, non seulement les infrastructures, mais l'esprit même de l'adversaire. Avant de révéler ce qui allait se produire à Kouga, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette série. Ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que les analystes avaient prévu. Au moment où les braises de Smolensk s'éteignaient à peine, l'opération suivante était déjà en mouvement. Kouga, centre nerveux du transport militaire russe, s'étendait au sud de Moscou comme un vaste entrepôt à ciel ouvert, traversé de rails, d'entrepôts et de zones industrielles. C'était le point où les convois d'armes, de carburant et de vivres convergeaient avant de repartir vers les lignes de front. Et c'est précisément là qu'Ukraine avait décidé de frapper, pas pour détruire,
mais pour paralyser. La stratégie reposait sur la vitesse, la surprise et une coordination absolue entre les airs, le sol et le cyberespace. La nuit précédant l'attaque, des signaux électromagnétiques inhabituels furent détectés par les systèmes russes, mais les opérateurs les interprétèrent comme des interférences atmosphériques. En réalité, il s'agissait de brouillages tactiques déclenchés par des véhicules ukrainiens Bud et Nota M, dissimulés le long des forêts bordant la rivière Yuknav. Ces camions, hérissés d'antennes, émettaient des impulsions ciblées qui perturbaient la communication militaire sur plusieurs bandes de fréquences. Ce brouillard électronique allait bientôt engloutir Kouga tout entière. Lorsque les premières unités ukrainiennes s'approchèrent, la ville paraissait figée, engourdie dans la routine de ses opérations. Les patrouilles circulaient lentement le long des rails, les projecteurs éclairaient les façades des dépôts, et au loin, le grondement des trains de ravitaillement masquait tout. C'est à cet instant que les drones apparurent, glissant au-dessus des toits dans un silence de prédateurs. Des dizaines d'entre eux, chargés de munitions guidées, survolèrent la périphérie sud. Leur but n'était pas de frapper tout de suite. Ils cartographiaient les défenses, identifiaient les radars actifs, repéraient les points faibles. Le signal de l'assaut fut donné à distance, depuis un poste de commandement mobile camouflé dans une grange abandonnée. La première salve d'artillerie ukrainienne frappa avec une précision terrifiante. Les obus tombèrent sur les entrepôts de carburant, déclenchant une série d'explosions qui illuminèrent le ciel. Les flammes se reflétaient sur les vitres brisées des immeubles alentours, tandis que des silhouettes s'agitaient dans la confusion. Au même moment, une vague de drones kamikazes plongea sur les défenses anti-aériennes. Les systèmes Pantsir S1 et Tor M2, saturés de signaux, tirèrent à l'aveugle sur des cibles fantômes. Leurs munitions s'épuisèrent rapidement, et dans le vide laissé par ce gaspillage, les véritables drones passèrent. Ils frappèrent les radars, les camions lance-missiles, les postes de commandement, jusqu'à ce que tout le réseau défensif de Kouga devienne muet. Au sol, les blindés ukrainiens sortirent de la forêt. Les chars Oplot, suivis d'infanterie montée sur des véhicules rapides, traversèrent la plaine à une allure soutenue. Les éclats des explosions derrière eux peignaient leur progression d'une lumière orange. Chaque peloton avançait selon un plan millimétré. Un groupe pour neutraliser les positions de tir, un autre pour sécuriser les voies ferrées, et un troisième pour établir un périmètre autour des dépôts encore intacts. Dans le sillage de cette avancée, des robots sapeurs, petits, silencieux, rampaient sur le sol. Ces machines étaient programmées pour s'approcher des structures clés, ponts, passerelles, hangars, et y fixer discrètement des charges magnétiques. Mais l'élément le plus décisif n'était pas visible à l'œil nu. Dans les airs, au-dessus de tout cela, se déployait une guerre d'ondes. Les systèmes de guerre électronique ukrainiens lançaient une attaque synchronisée sur les communications russes. Les radios grésillaient, les radars perdaient leurs repères, les signaux GPS dérivaient. Les commandants russes donnaient des ordres que personne ne recevait. Des unités se déplaçaient dans des directions opposées, se heurtant dans la confusion. Dans cette cacophonie invisible, les troupes ukrainiennes progressaient presque sans résistance. Et c'est alors qu'un missile de croisière, lancé depuis un lanceur mobile au-delà de la frontière, traversa le ciel pour s'abattre sur le principal centre de coordination de Kouga. L'impact fut si violent qu'il fit vaciller tout le réseau électrique de la ville. Les écrans s'éteignirent. Les sirènes se déclenchèrent. Pendant que la fumée s'élevait des ruines, les drones de reconnaissance capturèrent des images haute résolution, envoyées en temps réel vers Kiev. Ces vidéos, diffusées ensuite par plusieurs chaînes européennes, montraient une mer de flammes et de véhicules retournés. L'opération, jusque-là secrète, devenait un spectacle mondial. Dans les heures suivantes, la situation dégénéra complètement pour les forces russes. Privés de communication, ils tentaient de se regrouper à l'ouest de la ville, mais les artilleries ukrainiennes, guidées par drones, les ciblaient avec une exactitude déconcertante. Les routes principales furent coupées, les convois dispersés. Certains soldats, isolés, abandonnèrent leur position. Les entrepôts s'embrasèrent les uns après les autres, tandis que des vagues de drones continuaient d'harceler toute tentative de repli. Ce n'était plus un affrontement, c'était une dislocation méthodique. Et pourtant, ce qui se jouait à Kouga n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. Les signaux interceptés par les services ukrainiens révélaient que le commandement russe redirigeait en urgence des unités depuis Toula et Moscou pour combler la brèche. Mais ce redéploiement laissait d'autres zones critiques sans défense. C'était précisément ce qu'Ukraine voulait provoquer,
forcer l'adversaire à se découvrir, à tendre ses lignes jusqu'à la rupture. Une fois Kouga neutralisé, la prochaine étape visait le centre nerveux du réseau militaire russe. Pas seulement ses bases ou ses entrepôts, mais son système d'information, ses transmissions, sa capacité à voir et à comprendre le champ de bataille. La guerre moderne ne se gagne plus avec la puissance, mais avec la connaissance. Dans les sous-sols d'un ancien centre de communication au nord de Kiev, une équipe de cyberopérateurs ukrainiens surveillait en direct les retombées de Kouga. Devant eux, des cartes interactives, des signaux codés, des flux vidéo en direct. Ce qu'ils observaient, c'était plus qu'une victoire tactique. C'était un effondrement de l'infrastructure numérique russe dans la région. Les fréquences de communication militaire restaient brouillées. Les relais satellites avaient été temporairement désactivés. Les drones russes, incapables de recevoir des ordres, erraient dans le ciel, tournoyant inutilement au-dessus des forêts. Et dans cette confusion totale, une nouvelle fenêtre s'ouvrait. Une fenêtre vers quelque chose d'encore plus audacieux, plus symbolique, plus inattendu. Car le prochain objectif, c'était Moscou elle-même. La nuit était tombée sur la capitale russe lorsqu'un phénomène étrange commença à se produire dans le ciel. Les radars, pourtant réputés pour leur fiabilité, affichaient des signaux contradictoires, des ombres électroniques qui apparaissaient puis disparaissaient aussitôt. Les opérateurs, d'abord incrédules, crurent à une erreur technique. Mais en réalité, c'était le prélude d'une opération d'une ampleur inédite. L'armée ukrainienne, après avoir neutralisé Kouga, venait de déclencher la phase la plus audacieuse de son plan. Pénétrer le cœur même du dispositif stratégique russe sans poser le pied sur son territoire. L'objectif n'était pas la destruction, mais la démonstration. Montrer que même au centre du pouvoir, là où tout semblait invincible, il existait désormais une faille. Tout commença avec un groupe restreint d'unités spécialisées, appuyé par une flotte de drones longue portée équipés de systèmes de brouillage et de caméras thermiques. Ces drones, partis depuis la région de Soumy, franchirent discrètement la frontière et s'engagèrent dans une trajectoire sinueuse vers le nord-ouest de Moscou. Leur route évitait les radars principaux grâce à des programmes d'auto-camouflage numérique qui modifiaient en temps réel leurs signatures électromagnétiques. Chaque drone émettait une fausse empreinte, simulant la trajectoire d'un appareil civil, d'un ballon météo, parfois même d'un simple oiseau. La défense russe, saturée de signaux, ne distingua plus le vrai du faux. En parallèle, dans les profondeurs d'un bunker ukrainien, des analystes surveillaient le déroulement de l'opération sur une douzaine d'écrans. Les flux d'images montraient les toits des banlieues moscovites, les avenues calmes, les antennes relais qui clignotaient dans la nuit. L'objectif était clair, atteindre le complexe de communication situé dans le district de Saviolki, un centre de coordination vital pour les opérations de drones russes sur l'ensemble du front. Si ce centre tombait, même temporairement, c'était toute la structure de commandement aérien qui s'effondrerait. L'enjeu était colossal. Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire militaire, mais d'une frappe psychologique d'une précision chirurgicale. Lorsque les premiers signaux de brouillage furent activés, tout Moscou sembla frissonner. Les communications civiles connurent des coupures. Les réseaux de sécurité, les liaisons satellitaires et les systèmes de navigation se mirent à dysfonctionner. Dans les tours du centre-ville, les lumières vacillèrent. Dans les postes de commandement militaire, les écrans se brouillèrent. C'était une paralysie électronique totale. En quelques minutes, les transmissions internes de l'armée russe furent interrompues, ses propres drones cloués au sol. Puis, dans le tumulte de ces interférences, 4 drones ukrainiens percèrent la défense aérienne, volant à une altitude si basse qu'ils échappèrent au radar. Chacun portait une charge explosive calibrée pour frapper avec précision, sans causer de dégâts massifs aux civils. Ils atteignirent leur cible dans un silence presque irréel. Les antennes principales du complexe de Saviolki furent soufflées, les relais secondaires incendiés. L'espace aérien central de Moscou devint aveugle. Les sirènes se mirent à hurler dans toute la capitale. Des hélicoptères décollaient dans toutes les directions. Les habitants, depuis leurs fenêtres, voyaient des éclairs au loin et ne comprenaient pas ce qui se passait. Dans les gares et les stations de métro, la panique monta. Les autorités tentaient de maintenir le calme, mais les images des explosions circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Des vidéos filmées depuis les toits montraient des lueurs rouges dans le ciel, des colonnes de fumée s'élevant derrière les immeubles. Dans les minutes qui suivirent,
Plusieurs chaînes de télévision cessèrent d'émettre. Les écrans noirs devinrent l'emblème d'un silence pesant. Et dans ce silence, un message s'inscrivait. L'invulnérabilité n'existe plus. Pendant ce temps, des équipes spéciales ukrainiennes, composées de cyber-opérateurs et de spécialistes en renseignement, exploitaient la brèche ouverte par l'attaque. Depuis des postes mobiles, ils interceptaient des données, extrayaient des transmissions et capturaient des fragments du réseau interne russe. Ce qu'ils récupéraient dépassait toutes les attentes. Coordonnées de sites militaires, plans logistiques, listes de fréquences, rapports d'état-major. Chaque fichier exfiltré était une pièce du puzzle de la machine de guerre ennemie. L'opération n'avait pas besoin de bombes pour ébranler un empire. Il suffisait de lui voler sa vue, son ouïe et sa parole. Dans les heures qui suivirent, les conséquences se firent sentir bien au-delà de Moscou. Les unités russes déployées autour de Tver et de Briansk signalèrent des interruptions de communication. Les systèmes de défense aérienne autour de la capitale cessèrent de coordonner leurs radars. Ce n'était plus seulement une attaque, c'était un aveuglement total. Des analystes européens, observant la scène depuis Berlin et Londres, commencèrent à parler d'un tournant historique. Pour la première fois, une capitale nucléaire venait de perdre son réseau de surveillance sans qu'un seul avion ennemi ne pénètre son espace aérien. L'effet fut aussi politique que militaire. Et tandis que la Russie tentait de restaurer son réseau, l'Ukraine diffusait une série d'images captées par ses drones. Des vues aériennes de Saviolki, des infrastructures endommagées, des antennes calcinées, des véhicules militaires abandonnés. Ces images firent le tour du monde en quelques heures. Dans les médias, on parlait d'une révolution de la guerre moderne. Les nations observaient, conscientes qu'un nouvel âge venait de s'ouvrir, celui où la puissance ne se mesurait plus en divisions ou en chars, mais en signaux, en données, en algorithmes. Pour l'Ukraine, c'était plus qu'une victoire tactique. C'était un message à l'échelle planétaire. La guerre du futur ne se gagne pas par la force brute, mais par la maîtrise de l'information. Et dans cette guerre de l'invisible, Kiev venait de démontrer sa supériorité. Les analystes militaires russes eux-mêmes, dans leurs rapports confidentiels, parlaient d'un changement de paradigme. Les structures de défense, jadis construites sur la peur de l'acier et du feu, s'effritaient désormais face à une armée qui combattait avec des impulsions, des ondes et des fantômes numériques. Quand le calme revint sur Moscou, la ville n'était plus la même. Les communications furent rétablies, les chaînes de télévision redémarrèrent, mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Les habitants, en voyant les militaires patrouiller dans les rues, savaient que le danger n'était pas venu du ciel, mais de l'invisible. Les généraux, eux, comprenaient qu'un adversaire capable de plonger la capitale dans le noir sans franchir ses frontières pouvait frapper à nouveau, n'importe quand, n'importe où. Et pendant que les responsables russes tentaient de rassurer la population, l'Ukraine, dans le silence de ses centres de commandement, préparait déjà la suite. Non pas un assaut, mais une série de révélations et de manœuvres destinées à faire vaciller les certitudes du pouvoir adverse. La guerre venait d'entrer dans une ère où l'invisible dominait le visible, où les signaux valaient des armées, et où un drone, à des centaines de kilomètres, pouvait décider du sort d'une capitale. Ceux qui avaient vu les flammes de Kouga, les explosions de Smolinsk et l'obscurité